Il y a 44 ans, le public américain découvrait l'envers du décor des grosses compagnies pétrolières du Texas avec la série à succès Dallas. Normalement, même si vous n'étiez pas devant la télé en janvier 1980 quand le feuilleton mythique est arrivé en France, vous devriez savoir de quoi il parle et comme tout le monde, vous avez déjà chanté le générique. Pendant 13 ans, des personnages sans foi ni loi ont mené leurs affaires pour prendre le contrôle des terres, des ressources pétrolières et du pouvoir politique sur fond de drame, trahison et manipulation. Comme toujours, derrière la fiction se cache une petite part de vérité et les scénaristes ne l'ont jamais cachée. Ils se sont largement inspirés des scandales et magouilles qui faisaient le quotidien des milliardaires en pétrodollars. Je vais vous raconter une autre histoire de superpuissance pétrolière, une vraie cette fois, et si vous étiez fan de Dallas, vous allez adorer celle-là. Je vous garantis autant de drames, de manipulation et de trahison. La saga ExxonMobil est beaucoup plus longue que celle du ranch South Fork de la famille Ewing, mais elle est tout aussi digne d'intéresser Hollywood. Pendant un siècle et demi, Exxon a dominé l'industrie pétrolière et l'économie mondiale, a fourni la quasi-totalité de l'Amérique, puis du monde en carburant et en gaz. Elle a même produit un résultat net record de plus de 45 milliards de dollars en 2008, quand l'Amérique entière se repliait sous le poids de la crise des subprimes. Aujourd'hui, on ne parle que de ses erreurs et de sa chute prochaine. Depuis que son charismatique président Rex Tillerson a quitté ses fonctions en 2016, alors qu'Exxon était encore classée parmi les plus grosses sociétés du monde, quelque chose a changé. La reine des Big Oil n'excite plus autant les investisseurs. Toujours classé 26e plus gros pollueur du monde l'année dernière, ses choix économiques, mais surtout ses orientations politiques, avec l'affichage d'un climato-scepticisme très mal placé, agacent jusque dans les hautes sphères de Davos. Mais rien de bien étonnant. Il ne faudrait pas oublier l'esprit qui anime la société depuis sa création, celui de son fondateur, le tristement célèbre John Rockefeller, aussi insensible, cynique et manipulateur que J.R. Ewing, un homme en dehors de toute convention. ExxonMobil est son héritage et on aurait tort de penser qu'elle a fini de faire parler d'elle car elle n'a pas l'intention de se laisser couler. Ses projets ont changé et c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Juste avant, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous aider ou juste nous le faire savoir, il suffit de vous abonner et de partager nos vidéos. C'est gratuit et il n'y a pas mieux pour ne rien rater de l'actualité du monde. Merci pour votre soutien et bienvenue sur Money Radar. Regardez cet homme. Grand-père affectueux, joueur de golf émérite, son visage rarement souriant, émacié à la fin de sa vie, sa silhouette frêle, ses jambes tremblantes et ses appétits insatiables sont devenus les symboles du capitalisme triomphant. John Davidson Rockefeller n'a pas volé sa réputation. On le dit rusé, pingre, irascible, manipulateur et insensible. Il a été le premier milliardaire de l'ère moderne, alors qu'à 12 ans, le petit John n'avait pas plus de 50 $ dans sa tirelire. Il est aussi entré dans la culture populaire en servant de modèle à de nombreux personnages de fiction, l'oncle Picsou chez Disney ou Montgomery Burns chez les Simpsons, et c'est lui qui prête son visage au Mr Monopoly qui décore les boîtes de jeux des frères Parker. Il a même pris la place de Crésus, roi biblique, dans l'expression courante. Depuis le siècle dernier, quand on est riche, on est roi du pétrole, et quand on est pauvre, on n'est pas Rockefeller. Il fut le plus grand entrepreneur américain du 19e siècle, et les descendants de sa société, la Standard Oil Company, domine toujours l'économie pétrolière qui a pu se développer grâce à lui seul, ou presque. La Standard Oil est fondée en 1870 et à peine 30 ans plus tard, ses activités représentent la moitié du marché mondial et 90% du marché américain de la distribution de pétrole. Depuis Cleveland, dans l'Ohio, Rockefeller profite de sa position dominante et décide de tout. Il n'a aucun scrupule à faire pression sur ses fournisseurs, notamment sur les compagnies ferroviaires pour obtenir des rabais exclusifs, mais c'est aussi lui qui dicte les prix à la pompe. Il n'hésite pas à faire tirer sur les grévistes de ses usines et sait comment manipuler les dirigeants politiques et les puissants pour obtenir tout ce qui lui chante. À l'époque, la Standard Oil ne produit pas de pétrole. Elle raffine, elle transporte et elle le distribue dans ses propres stations qui fleurissent partout. Pour fonder son empire, Rockefeller a dû contourner pas mal de lois, notamment la loi antitrust de 1890. Pour éviter le monopole, il multiplie les filiales dans plusieurs États, rachète les raffineries concurrentes, puis des infrastructures comme les pipelines à tour de bras. Après les raffineries, il s'intéresse aux producteurs de pétrole et aux exploitations minières. Pendant des décennies, il écrase le marché, dicte les prix et sert des dividendes records de plus de 65% par an à ses actionnaires. Mais en 1911, la fête est finie. Au terme d'un procès retentissant intenté par les autorités fédérales d'une vingtaine d'États pour abus de position dominante, la Standard Oil est démantelée. Rockefeller proteste. Il est officiellement à la retraite depuis 15 ans, mais il reste le patron et l'homme le plus puissant du monde. Il refuse de reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais cette fois, il n'y échappera pas.
Pour la petite histoire, il avouera plus tard qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait, notamment qu'il avait volontairement laissé à l'époque quelques-uns de ses concurrents en vie pour justement donner l'illusion de ne pas détenir 100% du marché. Mais qu'importe tous ses efforts pour masquer sa situation réelle, la Standard Oil est divisée en 37 sociétés et plus de 100 ans plus tard, beaucoup d'entre elles sont toujours là. Atlantic Petroleum, la Standard Oil d'Indiana ou celle d'Ohio et du Kansas s'appelle aujourd'hui BP et la Standard Oil de Californie s'appelle Chevron. La Standard Oil de New York est devenue Mobil et celle du New Jersey est devenue Exxon. Jusqu'en 1959, elles feront toutes partie de ce que l'on appelle le cartel des 7 sœurs, les 7 plus grosses compagnies pétrolières du monde. La marque Mobil fait son apparition en 1966 et Exxon, ESSO en Europe pour Eastern States Standard Oil, est définitivement adoptée en 1972. Mais la grande saga ExxonMobil commence officiellement en 1999 lors de la fusion des deux entités, alors 4e et 2e plus grosse compagnie pétrolière derrière BP. Le raffinage et la distribution de pétrole constituent toujours l'activité principale du groupe, à hauteur de près de 80%. Le reste se partage entre la production de produits dérivés de pétrole, l'exploration et la production d'hydrocarbures. À elle seule, ExxonMobil détient 1% des réserves mondiales exploitables de pétrole, 22,4 milliards de barils, c'est le plus gros stock d'hydrocarbures détenu par des mains privées. En 2006, elle se classe première compagnie pétrolière du monde en capitalisation boursière, en flux de trésorerie, en chiffre d'affaires et en bénéfices. Elle devient le fleuron absolu de Wall Street, un monstre qui pompe 4 millions de barils de pétrole par jour sur tous les continents, qui exploite 45 raffineries dans 25 pays, dont 2 en France, et 42 000 stations-service partout dans le monde. Son plus gros site de production se situe à Singapour. C'est la 6e plus grosse raffinerie du monde d'où sortent 605 000 barils par jour, soit près de 40% de la consommation française. Sa valeur boursière dépasse alors les 330 milliards de dollars et la société se paye le luxe de verser des dividendes en constante augmentation depuis 36 ans. Arrive ensuite l'année 2008, celle de tous les records. Record de faillite, d'abord avec la crise des subprimes dont le monde économique a mis plusieurs années à se remettre, et record de pertes pour les investisseurs, mais pas pour Exxon. Elle affiche le plus gros résultat de Wall Street. 45,2 milliards de dollars de bénéfices, plus 11% comparé à 2007, qui était déjà considéré comme une très belle année. Parmi ses 65 000 employés, il en est un qui connaît bien la maison, c'est Rex Tillerson. Embauché en tant qu'ingénieur à la fin des années 70, il prend rapidement la responsabilité de filiales délicates au Yémen, en Russie, au Tchad ou en mer Caspienne, avant d'être nommé président en 2006. Proche du Parti républicain et du président Donald Trump, ce dernier dit de lui qu'il est bien plus qu'un chef d'entreprise et qu'il le considère plutôt comme un joueur de classe mondiale. Il en fait son premier secrétaire d'État, chargé des affaires étrangères américaines au gouvernement dès son élection en 2016. Entre l'arrivée et le départ de Rex, le titre va grimper de 36% à la bourse de New York. Les activités ont prospéré partout dans le monde, y compris dans des pays avec lesquels les États-Unis n'entretiennent pas de relations diplomatiques, voire même parfois dans des zones de conflit, où Exxon sécurise ses installations en faisant appel à des milices privées, comme au Mozambique, en Angola ou en Indonésie. Pour devenir numéro 1, il faut bien aller chercher le pétrole là où il se trouve, quel qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les lois. Rockefeller n'aurait pas dit mieux. C'est ce que la Standard Oil a toujours fait, et ExxonMobil, roi du pétrole depuis plus de 100 ans, n'a jamais réellement changé de tactique face à une concurrence étrangère de mieux en mieux armée. Bien mal lui en a pris car aujourd'hui les choses ont un peu changé et l'image d'Exxon ne brille plus autant qu'avant. Il y en a un qui a senti le vent tourner dès 2014. C'est notre milliardaire vedette, Warren Buffett. En fin d'année, l'oracle de Wall Street a liquidé toutes les participations de son fonds d'investissement, Berkshire Hathaway, dans le groupe pétrolier en prenant au passage près de 65% de plus-value. Mais quelle mouche l'a piqué? Depuis 5 ans, le titre n'est plus aussi dynamique. Les cours du brut ont baissé et face au réchauffement climatique et à la transition écologique qui s'annonce comme un énorme défi, la stratégie du tout pétrole à laquelle s'accroche Rex Tillerson et son conseil d'administration pose beaucoup de questions. Pendant que les concurrents, parfaitement conscients de la fin prochaine de l'or noir, étudient toutes les pistes pour diversifier leurs activités et imposer la source d'énergie du futur, propre évidemment, Exxon s'entête à n'investir que dans des fossiles et refuse d'entrer dans le dernier siècle du pétrole. Ces activités, déjà traditionnellement très surveillées par les autorités de la concurrence et par les ONG de protection de l'environnement depuis la catastrophe de l'Exxon Valdez en 1989, sont maintenant scrutées par tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire et même par ses propres actionnaires. Vanguard, BlackRock, State Street et Fidelity détiennent 17,57% du capital et s'inquiètent à chaque assemblée générale de voir Exxon toujours aussi bien placé dans le classement des plus gros pollueurs du monde. Ils l'exhortent à revoir ses orientations stratégiques manu militari, mais trop tard. En 2015, moins d'un an après le retrait de Berkshire, la chute commence avec l'un des procès les plus importants aux yeux des défenseurs de l'environnement.
ExxonMobil, la reine des Big Oil, l'héritière de Rockefeller, est accusée de fraude climatique. Pendant des années, elle aurait menti et tenu des discours rassurants à ses clients et actionnaires concernant l'origine humaine du changement climatique, qu'elle remet sans cesse en question, des propos qui auraient mal influencé leur choix et survalorisé l'action en bourse. La firme présentait des prévisions très optimistes en dépit d'un marché pétrolier déclinant, et pendant des années, elle a régulièrement communiqué en pratiquant une intense désinformation auprès du grand public. Près de 40 millions de dollars chaque année sont dépensés en actions de lobbying pour communiquer sur un futur pétrolier radieux et pour limiter les pressions légales sur elle, ses amis du Carbon Club, le club pas très sélect des plus gros pollueurs du monde. L'enquête menée par le procureur démocrate de New York a, entre autres, révélé que dès 1977, la propre division recherche d'Exxon a produit un rapport dont la conclusion était glaçante. À l'heure actuelle, l'humanité dispose de 5 à 10 ans. Après quoi, la nécessité de prendre des décisions difficiles pour modifier les stratégies énergétiques pourrait devenir critique. À l'époque, déjà 80% du personnel d'Exxon était au courant du danger représenté par les activités pétrolières sur la nature, mais rien n'est sorti des labos. C'est ça aussi l'esprit Rockefeller, la culture du secret. On ne partage rien avec l'extérieur, la consigne est claire. En 2019, Exxon crie au harcèlement et les charges sont abandonnées. La presse dénonce une parodie de procès environnemental pendant que Rex et le président américain travaillent main dans la main. Le procès n'a eu aucune conséquence financière, mais il a embarrassé la firme face à des clients mieux informés et plus concernés par les enjeux climatiques. Mais il n'y a pas que son inaction environnementale qu'on lui reproche. Dans sa quête de nouvelles réserves, plusieurs investissements majeurs, toujours dans les énergies fossiles et plutôt hasardeux, sont aussi pointés du doigt. On s'interroge par exemple sur la pertinence d'avoir investi 8 milliards de dollars dans le projet Kearl, une mine de sable bitumineux au Canada, trop difficile à exploiter et très polluante. Ou encore d'avoir choisi un partenaire russe, Rosneft, pour se lancer dans l'exploitation de gisements situés en Arctique, un projet qui lui a coûté la bagatelle de 40 milliards de dollars. Dès que la Crimée est devenue russe, tout est tombé à l'eau. Oui, les chiffres progressent. En 2019, ExxonMobil réalise 264 milliards de dollars de chiffre d'affaires, c'est plus que les recettes de l'État français. Elle dégage alors un bénéfice substantiel de 14 milliards de dollars, mais il est en baisse de 32,7% comparé à 2018. Avec 2020 et la crise sanitaire, ExxonMobil va expérimenter le déficit pour la première fois de son histoire, avec un résultat négatif de presque 23 milliards de dollars et une activité qui plonge de 46%. En bourse, une tornade balaie l'action qui était déjà en perte de vitesse régulière de 12% en 2 ans. Cette fois, elle s'effondre de 53% en quelques semaines. Son seuil de rentabilité, situé environ à 60 $ le baril, est trop élevé. Il faut descendre à 50 $, comme la concurrence. La firme doit se séparer de 15 000 collaborateurs et envisage de vendre une partie de ses activités les moins rentables pour améliorer sa situation. Et puis cette année-là, l'arrogante reine du pétrole reçoit le coup de grâce. En valorisation, elle est dépassée à Wall Street par NextEra, le spécialiste des énergies renouvelables. Ça fait réfléchir. Le choc est rude et sous la pression de ses propres actionnaires, elle change son fusil d'épaule. Enfin, Exxon commence à reconnaître l'importance des activités humaines sur le réchauffement climatique et intègre la réalité du monde dans ses prévisions. On s'attend maintenant à ce qu'elle prenne le virage de la transition énergétique et file sur la route de la décarbonation. Pour le moment, la confiance avec le public n'est pas rompue. L'action est revenue à son niveau d'avant la crise en début d'année et reprend sa course vers les sommets. Elle a même atteint son plus haut niveau historique en juin dernier. Je vous le disais en début de vidéo, ExxonMobil n'a pas l'intention de se laisser couler et connaissant la bête, mieux vaut aller voir ce qu'elle nous prépare dans les quelques années qui viennent. 2021 a été une nouvelle année record. La demande mondiale a explosé, toutes énergies confondues. Cette année-là, Exxon encaisse 285 milliards de dollars, c'est 8% de plus qu'en 2009, et elle affiche un résultat net scandaleux de plus de 23 milliards de dollars, de quoi financer pas mal de nouveaux projets et absorber la perte de 4 milliards de dollars qu'a représenté l'abandon de ses activités en Russie avec la guerre. Mais il y a du mouvement chez Exxon. La société se restructure et semble revoir ses positions stratégiques. Elle vend les activités qui lui demandent trop d'investissement, comme ses installations norvégiennes et au Nouveau-Mexique, cède sa branche de production de polymères élastiques et ses filiales en Roumanie pendant qu'elle se recentre sur 3 métiers. Extraire et livrer du pétrole et du gaz restent ses activités préférées. Elle vient d'ailleurs de s'associer avec 2 autres géants, Shell et Total, au Qatar pour exploiter Northfield, l'un des plus grands projets de gaz naturel liquéfié au monde. Les activités chimiques et le raffinage sont rassemblées au sein d'une 2e branche. Enfin, apparaît une toute nouvelle branche sous le nom d'unité à faible émission de carbone. Les budgets alloués à cette unité sont pour le moment anecdotiques, mais Exxon communique déjà fièrement sur plusieurs projets de recherche dans les énergies alternatives comme le biofuel ou l'hydrogène bleu. Elle vient d'ailleurs d'effectuer sa toute première livraison d'un carburant durable prometteur pour avion il y a quelques jours à Singapour. Prometteur ?
Quand on y regarde de plus près, le SAF, pour Sustainable Aviation Fuel, qui devrait permettre de réduire de 80% les émissions de GES des transports aériens, est fabriqué à partir de graisse de cuisson, de graisse animale et de kérosène conventionnel. Et l'extraction d'hydrogène bleu qui passe pour de l'hydrogène propre émet bel et bien du CO2, qui est ensuite capté et stocké, certes, mais qui est bel et bien émis, même s'il n'est pas relâché dans l'atmosphère. Et puis surtout, il faut du méthane pour le produire. Des détails. Pour accompagner sa renaissance, le siège historique d'Irving, installé dans la banlieue de Dallas au Texas, va lui aussi déménager. Tout le monde part à Houston. Le nouveau président du groupe, Darren Woods, est plus lucide que son prédécesseur quant à l'avenir du pétrole, mais il fait lui aussi partie de ces grands capitaines d'industrie du monde qui pensent que la technologie va tout changer et n'est pas toujours très cohérent dans ses déclarations. Il affirme que des batteries assureront un jour l'autonomie énergétique d'un pays et voit les voitures électriques dominer le monde d'ici 15 ans. Pourtant, c'est sur l'hydrogène et le biodiesel qu'il mise. Cet incorrigeable optimiste espère que le changement climatique sera dompté à temps et que grâce à nos progrès techniques, des millions de barils de pétrole encore trop chers à extraire deviendront soudain disponibles. Dans ce cas, vous comprenez qu'il n'est pas question d'abandonner le cœur historique des activités de sa société. Et tant qu'il y aura de la demande, ExxonMobil sera là pour satisfaire tout le monde. Elle compte bien être celle qui tirera la dernière goutte du précieux or noir des profondeurs de la Terre après avoir dévoré tous ses concurrents sur un marché déclinant, mais pas condamné. Comme au bon vieux temps de John Rockefeller, il n'y a plus qu'à attendre de voir comment elle va s'y prendre et par quoi elle va commencer. Les paris sont ouverts et en attendant, venez en discuter avec la communauté sur nos autres réseaux sociaux. Vous trouverez les liens vers nos Twitter, Discord et Telegram dans le descriptif et on vous y attend avec impatience. Vous nous direz aussi ce que vous pensez de notre newsletter, la meilleure du monde. Vous pouvez aller vérifier et si vous n'y êtes pas encore abonné, il n'est pas trop tard. Nous, on vous dit merci pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau sujet. C'était Monier Radar.